Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette première émission politique de la semaine. Ce soir, je reçois Justine Bénin, députée de la 2e circonscription. Donc avec elle, nous ferons un petit tour de l'actualité rapidement et puis ensuite nous parlerons d'un sujet qui l'intéresse au plus haut point, le sujet de l'eau et qui vous intéresse aussi, avec beaucoup de questions bien sûr qui auront certainement des réponses ce soir. Justine Bénin, bonsoir et merci d'être avec nous. Merci à vous, Madame Isbis Boissé. Bonsoir à la Guadeloupe. Voilà, donc avant, quelques questions d'actualité. Vous avez eu ce vaccin anti-Covid ? Vous savez, comme toute la population, j'ai eu des doutes légitimes, bien sûr. Je me suis interrogée longuement. J'ai discuté avec des proches, j'ai eu à lire des revues scientifiques. Et je me suis dit, voilà, une pandémie, une crise sanitaire au niveau mondial. Et donc, voilà, j'ai fait le pas. J'ai été me faire vacciner au CHU jeudi en fin d'après-midi. Oui, donc, comme ça, vous êtes dit, pourquoi ne pas me faire vacciner ? Parce que vous n'avez pas l'âge, je pense que vous n'avez pas non plus des comorbidités, vous n'avez pas tout cela. Alors, tout d'abord, ce que je dois vous dire, j'ai eu beaucoup de temps pour la réflexion, mais avant toute chose, j'ai déjà eu le Covid. J'ai été certes asymptomatique, mais fin septembre, début octobre, j'ai été cas contact d'une collègue parlementaire. Et donc, quand j'ai été faire le test, eh bien, on m'a découvert que j'étais positif au Covid-19. Donc, je suis restée bien sûr en quarantaine au niveau de l'Assemblée nationale. Et suite à cela, eh bien, j'ai longtemps, suite au vaccin Pfizer, je me suis interrogée longuement, avec beaucoup de doutes. Et c'est normal d'avoir des doutes parce que je sais que la population guadeloupéenne doute beaucoup. Interroger, questionner, c'est vrai. J'ai eu à questionner d'autres qui ont pris le vaccin. Et puis, j'ai fait ma première injection jeudi. Le 25 février, je ferai la seconde injection. Et j'ai posé des questions, d'ailleurs, au CHU, en me disant qu'il y aura, bien sûr, dans l'avenir, des centres de vaccination, un à Moule, un autre à Anse-Bertrand, un autre à Morne-à-l'Eau. Donc, j'espère, au regard de la crise que nous vivons, que les Guadeloupéens vont aussi ont des doutes, vont s'interroger, vont questionner. Et je serai aussi là pour leur répondre, leur dire si j'ai eu mal au bras, qu'est-ce que ça a fait, qu'est-ce que ça a fait. Justement, est-ce que vous avez eu mal au bras ? Eh bien non, comme tous les vaccins, parce que j'ai l'habitude de prendre chaque année le vaccin de la grippe, non, ça a été. Mais je le dis, oui, j'ai eu des doutes. Ouais. Pour l'instant, tout se passe bien. Pour l'instant, tout se passe bien. Voilà. Alors, autre question d'actualité, le Moule, votre commune. Alors, que pensez-vous, première question, de l'installation de ce grand groupe hôtelier sur le territoire du Moule ? Vous savez, dans le cadre de la crise que nous vivons, il est très difficile d'entreprendre aujourd'hui. Et vous savez très bien que la Guadeloupe vit essentiellement du tourisme. Donc lorsque vous avez un grand groupe, en sachant le groupe Accor, Pullman, qui est le top du top de ce groupe Accor, eh bien c'est vous dire ô combien c'est important pour la Guadeloupe et singulièrement pour le Moule. Surtout que la baie du Moule, c'est un site emblématique de notre territoire du Moule, mais aussi de la Grande Terre, qui a déjà connu un complexe hôtelier. Donc, je peux dire félicitations à la SEM patrimoniale. Félicitations à la SEM patrimoniale. On sait quand même que les groupes hôteliers rencontrent des difficultés sur le plan local déjà. Les groupes hôteliers... Alors, est-ce qu'il y a de la place pour ce grand groupe ? Vous savez, la Guadeloupe vit essentiellement du tourisme. Essentiellement du tourisme. Vous l'avez vu, la destination Guadeloupe a été prisée au mois de juillet, août, septembre, octobre, au mois de juillet, août, jusqu'à il n'y a pas très longtemps pour les vacances de Noël. C'est vous dire ô combien il est important que nous ayons quand même des complexes haut niveau. C'est important de le dire. Je rappelle quand même qu'il y a 33% d'investissement privé. Lorsqu'il y a des grandes banques, une banque assez locale, comme le Crédit Agricole, comme la LCL, et comme des investisseurs privés, eh bien, qui entreprennent d'injecter financièrement dans ce complexe, c'est dire eh bien, la confiance qu'ils ont eh bien, dans la réussite de ce beau projet situé à l'entrée du Moule. Affaire à suivre. Maintenant, vous avez porté, Justine Bénin, une loi sur l'eau. Alors déjà,
qu'est-ce qui vous a motivé et par la suite, est-ce que vous vous êtes entretenu avec les élus locaux pour savoir quoi faire, puisque plusieurs sont venus sur ce plateau et n'étaient pas forcément d'accord avec cette démarche? Vous savez, l'enjeu est collectif. L'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est que, eh bien, il faut de l'eau en qualité et en quantité dans l'ensemble des robinets, des foyers de Guadeloupe, des Guadeloupéens. L'objet, c'est quoi? L'objet, c'est qu'il y a une problématique de distribution d'eau potable et d'assainissement en Guadeloupe. Vous avez effectivement l'ensemble des élus locaux, des collectivités majeures, et en cela, je salue l'ensemble des efforts qu'ils font au quotidien, de leur engagement, de leur mobilisation et surtout de la solidarité de la région et du département, mais aussi des EPCI qui font des efforts colossaux dans le cadre du renouvellement d'eau potable. Mais la difficulté est présente parce que nous avons hérité d'un lourd passif. Vous avez 2 parlementaires, un sénateur, Dominique Théophile, et moi-même, député. Nous avons eu par le passé à travailler sur un sujet ô combien important qu'est l'eau, un sujet douloureux, mais un sujet hydraulique, un sujet sous lequel nous avons voulu aller dépassionner, dépolitiser, avoir une hauteur de vue, parler en termes d'organisation, parler en termes de compétences, de technicité. Nous avons travaillé longuement et nous avons effectivement déposé conjointement une proposition de loi au Sénat et à l'Assemblée nationale pour fixer une structure unique que nous voulons tous, collectivement, légitimement, depuis 2009. Lorsqu'on parle de cette loi, on parle surtout de vous, Justine Bénin. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que nous l'avons déposé conjointement avec le sénateur Dominique Théophile, mais c'est vrai, dans le cadre du travail parlementaire, eh bien, la proposition de loi est passée, premièrement, eh bien, à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. Et vous verrez, à partir de demain, il y a le cycle des auditions qui débute au niveau du Sénat. Et demain, avec monsieur le sénateur Dominique Théophile, nous sommes auditionnés conjointement par la rapporteure du Sénat. Alors dites-moi, est-ce qu'on peut dire que vous avez un petit peu pris de court les présidents de PCI? Non, pas du tout, pas du tout. C'est un travail dans un pur esprit républicain, avec comme ligne directrice la responsabilité. Je tiens à le rappeler qu'il s'agit d'une proposition de loi, je l'ai dit, déposée conjointement par les 2 parlementaires. Et surtout, notre ambition, eh bien, c'est de co-construire. C'est de co-construire un cadre législatif de la future structure unique voulue par tous, et ce depuis 2009. Je rappelle que du 11 au 16 janvier, nous avons eu plus d'une 40aine d'auditions, aussi bien des acteurs locaux, privés, publics, institutionnels, eh bien, qui s'accordent tous sur l'urgence d'une sortie de crise. Et en cela, je le dis non, pas du tout. C'est une co-construction, c'est vraiment un travail en complémentarité et c'est fixer un cadre législatif, je le dis. Et parce que vous l'avez bien vu, eh bien, au niveau de la proposition de loi, l'article 1er fixe la création avec bien sûr les 2 collectivités majeures, région, département et les EPCI. Alors, j'ai reçu ici même les présidents de PCI qui n'étaient pas du tout d'accord et qui disaient nous étions, nous, sur le plan local, dans une dynamique. Nous voulions justement que cette structure unique voie le jour, mais nous voulions d'une certaine manière, nous voulions cheminer ensemble et cette proposition a tout cassé. Cette proposition est venue pour jouer les troubles faits dans ce que nous avions déjà entamé. Qu'avez-vous à dire à cela? Moi, je dis que j'ai entendu, de par vos émissions, les différentes incompréhensions, les questionnements ou certains doutes évoqués par nos amis. Mais ces inquiétudes, ces doutes ont été levés dans le cadre de la commission des lois, mais aussi dans le cadre de la séance publique. Et je leur ai toujours dit, notamment mon président de la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre, je lui ai toujours dit, c'est fixer un cadre législatif en complémentarité, en co-construction
Bien sûr, parce que c'est vous qui avez la main, c'est vous qui gardez les compétences. Pourquoi? Eh bien parce que, vous savez, lorsque j'ai interrogé les usagers, ou j'ai été à la rencontre de beaucoup d'associations d'usagers, eh bien le sujet est douloureux, très très douloureux, parce que les familles ont mal. Alors le sujet est devenu encore plus douloureux, et cela, il faut vraiment, on y va en transparence. Vous avez aujourd'hui beaucoup de familles qui disent que c'est pas possible, des factures intempestives qui arrivent, beaucoup de factures en même temps, avec cette injonction de payer, avec bien sûr une pression au niveau des finances publiques. Et aujourd'hui, on sent monter une certaine colère, un certain ras-le-bol de la part des usagers de l'eau. Alors, que faire? Est-ce que il s'agit, puisque la structure unique qui va voir le jour devrait être plus ou moins saine. Alors, est-ce qu'il s'agit financièrement de faire en sorte que des factures arrivent et qu'il y ait de l'argent qui rentre dans les caisses pour assainir un maximum, ou est-ce que l'intérêt, c'est que l'usager puisse quand même ne pas être pressurisée comme elle l'a été jadis? Vous dites trois choses, Madame Boissé. Premièrement, vous dites que les usagers expriment de la colère, de la lassitude, oui, et des inquiétudes. Et nous les avons reçus dans le cadre des auditions, l'ensemble des associations d'usagers de Guadeloupe qui expriment cette colère. Et oui, qui en ont marre. Vous dites une deuxième chose, vous parlez des taux d'impayés, des erreurs de facturation ou des difficultés de facturation ou de réception de facturation avec une somme mais exorbitante. Et nous les avons pointés aussi lors des auditions. Et troisièmement, eh bien, vous parlez de la difficulté de trésorerie, de financement, et c'est le serpent qui se mord la queue. Des erreurs de facturation qui font qu'il y a un taux d'impayé supérieur à la moyenne, d'accord, et qui fait qu'il y ait des difficultés de financement au niveau des entités gestionnaires d'eau. Et c'est la raison pour laquelle cette proposition de loi, c'est tout l'objectif de garantir une structure unique, viable juridiquement, économiquement, financièrement. Nous avons tenu à rassurer les usagers, parce qu'effectivement, au niveau de la séance publique, nous avons eu à voter des amendements où le gouvernement est prêt à opérer les transferts de dettes bancaires et des emprunts via la nouvelle structure, et le gouvernement s'est dit prêt à engager au cas par cas la difficulté s'agissant des dettes fournisseurs pour que cela ne soit pas une charge supplémentaire pour l'ensemble de nos EPCI. Mais je tiens à le dire, les usagers vivent une situation dramatique au regard de ces erreurs de facturation dont vous avez pointé avec obligation et injonction de payer et ATD sur les comptes. Bien, c'est ce que, lors des auditions, qui m'a été pointé, avec bien sûr preuve à l'appui. Que faut-il faire dans ce cas-là alors? Dans ce cas-là, il faut engager un pourparler. D'ailleurs, vous parlez de différentes entités gestionnaires d'eau. Il n'y a pas une entité de pointer directement, mais j'ai conseillé la médiation avec le directeur des finances publiques et avec les entités gestionnaires d'eau pour justement trouver les voies et les moyens. Oui, dans le cadre d'une médiation apaisée, parce que le sujet est sensible. Quand il y a un ATD sur le compte, on prend l'argent et après, vous n'avez plus rien à dire. Très souvent, et lorsque j'ai eu à parler avec les associations de consommateurs, les associations de familles, très souvent, ce sont des erreurs de facturation. Et il arrive, et c'est la raison pour laquelle beaucoup de ces associations font du porte-à-porte pour aller voir les personnes, leurs mandants, pour pouvoir leur expliquer les difficultés en termes de facturation. En tout cas, lors des auditions, il m'a été évoqué cela. Oui. Alors, au sein de ce syndicat proposé, donc, il y a les 5 EPCI, c'est bien ça? Il y a les EPCI et les 2 collectivités majeures, région, département. Au sein du syndicat? Oui, oui. D'accord. Pas Marie-Galante, bien sûr, puisque la difficulté est la même et différente.
Voilà, l'article 1er fixe effectivement la création du syndicat unique avec les 2 collectivités majeures, les 5 EPCI de la Guadeloupe continentale, parce que Marie-Galante est autonome, fixe le principe LOPLO avec le surplus, c'est-à-dire 50% pour les collectivités, départements, régions et 50% restants pour l'ensemble des EPCI, bien sûr. Et l'article 2, à l'origine que nous avons fixé la commission consultative des services publics locaux, mais les usagers nous ont bien dit qu'ils ne voulaient pas faire les erreurs du passé, voulaient compter au niveau de cette structure unique. Et lors de la commission des lois, j'ai proposé à la commission des lois, devant l'ensemble des parlementaires, une réécriture de l'article 2 avec une commission de surveillance de surveillance les associations d'usagers de l'eau par justement un usager de l'eau avec l'ouverture à la société civile, aux chambres consulaires, avec bien sûr des missions élargies. Ouais. Alors concernant cette dette du SIAG, est-ce qu'on a la répartition au niveau des montants, etc. Alors ce que je dois dire, je le dis sur d'autres presses, mais je le dis, il ne faut pas stigmatiser le SIAG. Je le dis devant vous, je le dis devant la Guadeloupe, et je pense que le problème de l'eau ne se résout pas au SIAG, mais c'est vrai qu'il y a un personnel, et j'ai une pensée émue pour l'ensemble du personnel du SIAG, et je tiens à dire, j'ai reçu, dans le cadre des auditions, le président du SIAG, M. Ferdi Louisi. Nous avons eu un dialogue assez constructif, serein, apaisé, où nous avons mis sur la table beaucoup des problématiques du SIAG, aussi bien le personnel, mais les dettes aussi. Je l'ai dit tout à l'heure, les dettes fournisseurs, le gouvernement s'est engagé à voir au cas par cas avec l'ensemble des EPCI pour que cela ne soit pas une charge supplémentaire pour ces 10 collectivités. D'accord. Donc une répartition entre les EPCI, les collectivités majeures et l'État. La discussion se fera, la discussion se fera avec les EPCI. À savoir qui prend quoi à charge? Non, pas à savoir qui prend quoi en charge, c'est-à-dire que ça ne doit pas être une charge supplémentaire. La discussion, parce que là, nous n'avons pas terminé la proposition de loi. Dans le cadre de la navette parlementaire, il y aura prochainement la commission des lois au niveau du Sénat et bien sûr la séance publique, parce que les éditions du Sénat démarrent dès demain. Alors, selon vous, qui doit réellement prendre à charge cette partie financière? Vous savez, en grande partie. Vous savez, lorsque j'ai eu à auditionner les usagers, ils sont vent debout. Ils ne veulent pas payer une seconde fois. Et je les comprends. Et c'est la raison pour laquelle je dois vous dire que dans le cadre des négociations, nous avons mis les parlementaires guadeloupéens carte sur table avec le gouvernement pour que les choses se fassent au mieux. Et je vous le redis, pour qu'en bout de course, cela ne soit pas une charge supplémentaire pour nos collectivités. Donc, et ça, c'est très important. Devra assumer. Donc, l'État va s'organiser pour avoir une discussion au cas par cas avec l'ensemble des EPCI. Si ce n'est qu'une discussion, alors les présidents d'EPCI, les élus disent, mais c'est à l'État de prendre en charge ce problème-là parce que l'État n'a pas su être véatif concernant ce qui se passait sur le territoire en termes de distribution d'eau. En tout cas, ce que je dois dire, et c'est important de le dire, la porte est ouverte. Je l'ai redit, un esprit constructif, un esprit républicain avec responsabilité, la responsabilité comme ligne directrice, je dis bien les discussions sont ouvertes et restent engagées. Et c'est important de ne pas pinailler, de ne pas rentrer dans une certaine polémique, surtout, vous l'avez dit en préambule, la souffrance des usagers. Et je l'ai vu, je les ai rencontrés et je les ai entendus et je puis vous dire... On va dire double souffrance. Souffrance de ne pas avoir d'eau et puis d'avoir des factures, on va dire, très élevées à payer. Surtout dans une crise sanitaire, on parle de gestes barrières, de se laver les mains quotidiennement. Oui, et où il y a un surcoût pour acheter les masques et tout ce qui va avec. Et surtout une surfacturation pour acheter les bouteilles d'eau. Parce que dans le foyer, en tout cas sur le budget de la ménagère, ça a un coût. Oui. Donc en fait, qu'on le veuille ou pas, c'est l'usager qui est le grand perdant de cette affaire. C'est la raison pour laquelle l'enjeu est collectif. L'enjeu est collectif.
L'enjeu est collectif et nous ne devons pas jouer petit bras sur un sujet ô combien important. Avez-vous rencontré le président de région qui n'était pas d'accord avec cette voie législative? Je ne vous cache pas que je n'ai pas encore rencontré le président de région, mais j'ai eu effectivement à parler avec son conseiller spécial pendant très longtemps. Mais je le dis et je rassure les Guadeloupéens, je n'ai aucune difficulté avec le président de région. Nous avons l'habitude de nous dire les choses et de nous exprimer sur l'ensemble des sujets. Est-ce que, honnêtement, vous dites ne pas avoir la langue de bois, vous êtes mis quelques élus à dos avec cette loi? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que nous sommes tous des élus responsables. Aucun de nous n'a le monopole du cœur pour la Guadeloupe parce que tous nous aimons notre territoire, tous nous aimons les Guadeloupéens. Nous voulons ce qu'il y a de mieux pour la Guadeloupe. Et c'est la raison pour laquelle je dis toujours, c'est un travail de co-construction, c'est un travail complémentaire parce que cette proposition de loi déposée conjointement avec le sénateur Théophile, fixe un cadre législatif. Le travail n'est pas terminé dans le cadre de la navette parlementaire, les discussions sont toujours en cours. Alors maintenant, il ne nous reste pas beaucoup de temps, malheureusement. Parlons des prochaines élections régionales et départementales. Comment vous positionnez-vous par rapport à cela? Mais je trouve le temps tellement long, le temps politique. Je ne peux rien vous dire en l'occurrence actuellement de cela. Ce que je sais, c'est que je suis à pied d'œuvre sur ce sujet ô combien important pour l'ensemble de la famille guadeloupéenne et du territoire de la Guadeloupe. Et puis, nous verrons bien, surtout qu'il y a une crise sanitaire. Vous savez très bien, il y a des enjeux avec le plan de relance, des challenges, des défis à relever. Et donc, nous verrons en temps utile. Mais ce que vous devez savoir, est-ce que la Guadeloupe doit savoir, en tant que femme engagée, mobilisée et responsable politique, bien sûr, je serai à pied d'œuvre. Mais pour l'instant, je ne puis encore rien affirmer. C'est bientôt, le mois de juin. C'est très bientôt, il est vrai. La femme politique que vous êtes, de combat que vous êtes, n'a pas encore réfléchi à cela? Non, pas pour l'instant, je vous le dis, et je le dis sincèrement. D'accord. Donc vous n'avez pas rencontré, par exemple, le président de région actuel qui s'est déjà positionné ou d'autres? Mais c'est normal qu'il se positionne. Il est dans le cadre d'un renouvellement. Nous avons un esprit collaboratif de travail ensemble et c'est normal que les parlementaires travaillent avec leur président de région, travaillent avec l'ensemble des présidents de PCI et l'ensemble des élus locaux, bien sûr. Mais en temps utile, nous verrons bien. Alors maintenant, on enlève tout ça. Honnêtement, qu'est-ce qui vous intéresserait le plus? Le combat régional ou le combat départemental? Pour l'instant, je suis parlementaire et conseiller municipal et communautaire. Donc ça suffit, ça veut dire que vous ne serez pas de ces deux combats? Nous verrons bien. Ouais, c'est un petit peu de langue de bois, Justine Benin. Vous savez, je vais vous dire, on est au mois de février, si mes souvenirs sont bons. On est au mois de février. Juin, dans le temps politique, c'est très loin. Juin, c'est dans 4 mois. Oui, mais le temps politique n'est pas le temps de tous les jours. Donc c'est très très loin. Et puis je le dis parce que très souvent, vous savez, quand je suis sur les routes, les Guadeloupéens me disent « Ouais, mais vous pensez qu'à ça ». Moi, je veux faire la démonstration que lorsqu'on est sur un sujet, on termine le sujet et après on passe à autre chose. Je vous le dis sincèrement, c'est important de faire la politique différemment, d'en être autrement. Et surtout, ils savent que je suis investie. Donc, je préfère terminer cette mission et nous verrons. Est-ce que d'ici 4 mois, cette mission sera terminée? Nous verrons bien. Nous verrons bien. Mais le cœur y est, la mobilisation, l'engagement y est. Merci Justine Benin. Donc nous suivrons de près ce dossier puisque dans les jours, les semaines à venir, il faudra encore discuter sur cette loi qui maintenant est partie au niveau du Sénat. Voilà. Donc cette navette-là, on verra bien. Bien. Merci Justine Benin d'être venue sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons donc demain avec une autre émission qui ne sera pas une émission politique puisque nous irons du côté du mardi, donc que les choses soient dites, avec un sujet important. La politesse, est-ce une question de génération, est-ce une question de culture ou est-ce une question d'éducation? Alors nous aurons un beau plateau demain, nous pourrons en discuter librement puisque vous êtes nombreux à parler de politesse et à dire que aujourd'hui
aujourd'hui, on a du mal à discerner qui est poli, qui ne l'est pas, puisqu'on a l'impression que personne ne l'est. Donc, on verra un petit peu comment vous abordez cette question, puisque vous aurez droit au chapitre. Vous pourrez, vous aussi, mettre votre grain de sel, comme on dit en Guadeloupe. Donc, rendez-vous à ne pas rater. Excellente soirée à tous.